Alors, les techniques que je vais vous présenter tout à l'heure, l'avantage c'est qu'elles ont aussi un intérêt dans d'autres contextes, c'est-à-dire que ça peut marcher dans des emails, ça peut marcher sur des sites web, ça peut marcher sur d'autres réseaux sociaux. Alors aujourd'hui on va parler de 3 techniques d'écriture qu'on appelle aussi copywriting. Alors les techniques que je vais vous présenter tout à l'heure, l'avantage c'est qu'elles ont aussi un intérêt dans d'autres contextes, c'est-à-dire que ça peut marcher dans des emails, ça peut marcher sur des sites web, ça peut marcher sur d'autres réseaux sociaux. Alors avant de commencer, je voudrais juste remercier le Cercle de Wallonie qui m'a invité à faire cette conférence aujourd'hui. Il y a le magazine sur les chaises, donc je vous invite à le regarder et de porter une attention particulière au marque-page qui est dedans et qui vous expliquera que ma prochaine intervention chez eux, ce sera le 21 mars pour une masterclass spéciale sur tout ce qui est personal branding dédié au CEO. Juste pour me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est que je suis consultant en innovation digitale chez NRB, une grande boîte informatique de la région. Je donne un cours de stratégie digitale à l'UC Louvain depuis 2018. Je suis le fondateur, entre guillemets, de la startup corporate de l'assurance Etias, qui s'appelle Fora by Etias, qui est la première assurance 100% digitale en Belgique. Et en 2022, j'ai créé une activité complémentaire qui s'appelle la super grosse boîte pour donner des formations, des coachings, des conférences sur comment générer de la croissance grâce aux réseaux sociaux de manière organique. Une petite stat pour commencer, est-ce que qui a un profil LinkedIn ici? Levez la main. Qui s'est connecté aujourd'hui? Baissez si vous... Qui a liké un post aujourd'hui? Il y a déjà moins. Qui a commenté un post aujourd'hui? Ouh là là. Qui a publié un post aujourd'hui? Il y a 3 personnes, c'est les bons élèves de la classe. Vous allez voir que ça correspond un petit peu aux statistiques des utilisateurs sur LinkedIn. Alors, juste pour info, j'ai fait quelques calculs parce que la statistique n'est pas officielle, mais aujourd'hui, un utilisateur actif de LinkedIn passe à peu près 13 heures par mois sur la plateforme. À titre de comparaison, sur TikTok ou sur YouTube, on est plutôt proche des 24 heures. Donc, ça veut dire que c'est un réseau qui est pas mal utilisé, pas encore au niveau d'addiction qu'on peut avoir chez les plus jeunes sur les vidéos courtes, mais c'est quand même impressionnant. Alors, quelques chiffres sur LinkedIn aussi. Ils viennent de dépasser le milliard d'utilisateurs sur la plateforme. En Belgique, c'est quand même 4,3 millions de personnes, c'est-à-dire que on sait que c'est un réseau professionnel. Ça veut dire qu'il y a quand même un taux de pénétration dans la population active belge qui est assez impressionnant, puisque on est 11 millions, 4,3 millions de Belges, on enlève tous les enfants, on enlève tous les pensionnés, ça fait quand même une bonne partie de la population. On estime qu'un utilisateur sur 3 est un utilisateur actif mensuellement. Ça veut dire qu'il se connecte au moins une fois par mois. Et parmi ces personnes qui se connectent une fois par mois, il y en a 3,7% qui publient du contenu, c'est-à-dire qu'ils font un post au moins une fois par mois. Ça veut dire que c'est très peu, ça veut dire que ça correspond à peu près, vous êtes une centaine, une grosse centaine, il y avait 3-4 personnes. On est à peu près dans les statistiques de la plateforme. Alors LinkedIn, c'est un réseau social où en fait, il y a encore une opportunité de faire de la croissance, de la visibilité, de gagner des abonnés de manière organique, c'est-à-dire sans payer de la publicité pour avoir de la visibilité. Si on regarde un petit peu le potentiel de viralité organique de LinkedIn, il est plutôt moyen sur la courbe, mais en réalité, il est plutôt bon et c'est lié aussi à l'âge de la plateforme. Pourquoi? Parce que le business model des réseaux sociaux, c'est d'accueillir un maximum d'utilisateurs sur la plateforme pour finalement la monétiser plus tard auprès d'annonceurs. Et donc, on voit que les réseaux sociaux les plus jeunes sont ceux qui ont le potentiel de viralité le plus élevé. Le dernier en date, c'est Threads, que j'ai placé en deuxième. Ce sont plutôt des estimations, hein. Ce n'est pas scientifique, mais avec des expérimentations et avec des témoignages d'autres créateurs de contenu et de marques, etc., on peut arriver à ça. Et qu'est-ce que ça m'a apporté moi personnellement en termes de chiffres sur LinkedIn, ce potentiel de viralité? Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn de manière sérieuse début 2022, quand j'ai lancé mon business. J'ai atteint une audience de 14 000 abonnés. En 2023, j'ai fait 2,8 millions de vues de mes publications sans dépenser un euro, je rappelle. J'ai été invité à participer à 12 podcasts. J'ai été invité à participer à 8 conférences telles que celle-ci depuis le début. Et j'ai été classé par Favicon, qui est un organisme voilà, pour les créateurs de contenu sur différents réseaux sociaux qui est actif dans le monde,
comme numéro 1 belge dans la catégorie growth, c'est-à-dire croissance, marketing, et génération de leads, donc plutôt en B2B. Je vous ai mis des captures d'écran, comme ça vous voyez que je dis la vérité. Et alors, une chose qui est assez impressionnante, enfin, ou en tout cas moi, je trouve ça impressionnant, je ne sais pas ce que vous en penserez, c'est que 90% de mes clients aujourd'hui, ils viennent de LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai pas d'autres canaux d'acquisition. Je fais pas de pub sur Google, je suis pas sur Facebook. Je fais un peu d'Instagram, mais moitié privé, moitié pro. Je fais un peu de TikTok, pareil. Mais 90% de mes clients viennent de LinkedIn. Les 10 autres %, c'est de la recommandation des clients qui sont venus par LinkedIn de venir vers moi. Mais j'ai pas toujours été dans cette situation. C'est-à-dire que si on fait un petit retour en arrière, tout le monde a vu les films, hein, tout le monde à la ref. On va revenir. En fait, j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Je crois que mes premiers posts, ça va être 2015. 2016, j'ai commencé à faire un petit peu plus. En 2017, là, je m'y suis mis un petit peu. Mais en fait, j'avais aucune stratégie. J'avais rien à vendre. J'étais employé. J'avais aucun objectif. Je n'étais pas commercial. Du coup, je ne devais pas trouver des clients, etc., pour la boîte. J'avais juste envie de partager finalement les apprentissages que moi, je faisais en lisant des livres plutôt business sur l'entrepreneuriat, les startups, l'innovation, le marketing digital, etc. Et donc, je publiais du contenu, ça se passait bien, j'avais de l'interaction, mais c'était surtout IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie, quand j'étais au bureau avec des collègues ou chez des clients, où ils me parlaient de mes posts, ils me les commentaient en live, entre guillemets. L'interaction se passait pas vraiment sur LinkedIn, j'avais quelques likes, quelques commentaires, mais c'était plutôt rare. Et puis, j'ai eu ce projet dont je vous ai parlé au début, Flora by Etias, qui m'a pris pas mal de temps, c'est-à-dire que je me suis vu entrepreneur, créateur d'une société, etc., d'une nouvelle marque, et j'ai mis en fait toute mon énergie dedans, tout mon temps, etc. Du coup, je suis un petit peu parti de LinkedIn, je me connectais de temps en temps, mais j'étais pas vraiment actif comme je pouvais l'être avant ou comme je peux l'être aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure, la boîte s'est créée, on a recruté des gens au marketing, etc. Et puis, 1 an et demi plus tard, donc on a commencé en 2020 vraiment à construire l'équipe. Vers la fin 2021, la boîte a commencé à pas mal fonctionner en termes de croissance, d'acquisition de clients, etc. Et donc, j'ai retrouvé un peu de temps et je suis retourné voir ce qui se passait sur LinkedIn. Et là, le monde avait complètement changé. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série de nouveaux créateurs de contenu, des espèces d'influenceurs sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn, on les appelle créateurs de contenu, pas influenceurs. Qui arrivait en fait à générer énormément de visibilité et d'engagement sur des publications. Mais c'était des 500 likes, des 1000 likes, des posts à 1 million de vues, etc. Et ça m'a intrigué. J'en ai repéré quelques-uns. J'ai essayé de vraiment comprendre. Et donc, j'ai fait vraiment la démarche. Je me suis pris une lubie, disons-le comme ça, de vraiment essayer de comprendre comment ça marchait, comment ces gens arrivaient à faire ça. Pour pouvoir faire la même chose, parce que voilà, je suis dans le marketing depuis une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et là, j'ai fouillé, je pense que j'ai compris un petit peu comment ça marchait. Et il y a 3 choses principales que j'ai comprises qui font vraiment la différence entre quelqu'un qui finalement va avoir de l'interaction et de la visibilité sur ses publications et quelqu'un qui n'en a pas ou qui en a peu. La première chose, c'est de mettre en place la bonne stratégie. Vraiment une stratégie éditoriale, une stratégie de contenu. Je vais en parler rapidement juste après. La deuxième chose, c'est de comprendre comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn et comprendre le business model de LinkedIn, c'est-à-dire comment il gagne de l'argent. Troisième chose, c'est de maîtriser le copywriting et donc les techniques d'écriture persuasive, d'écriture pour vendre, d'écriture pour convaincre, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, si on vient sur la stratégie, en fait, on a souvent tendance à croire que 100% de sa cible, 100% de son marché est dans une phase à l'achat. C'est complètement faux. La vérité, c'est qu'on a à peu près 3% de sa cible, 3% seulement de son marché qui est prêt à acheter maintenant votre produit, votre service. Ça veut dire qu'on a 97% qui sont dans une phase qui n'est pas à l'achat. Ils sont dans une phase où ils ont même peut-être pas conscience qu'ils ont une problématique à résoudre, où ils ont conscience qu'ils ont cette problématique à résoudre, ça c'est les 20% de problèmes aware, ou alors ils sont dans un mode de recherche parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, le paradigme de la vente a complètement changé. Si je reviens dans les années 80, la vente ou la publicité, ça fonctionnait comment? On avait la ménagère de moins de 50 ans, parce qu'à l'époque, elle existait.
qui voyait une pub pour Dash à la télévision, qui lui disait que Dash lave plus blanc que blanc. Du coup, elle allait au supermarché faire ses courses le samedi. Elle voyait Dash dans le rayon. Ça, c'était le premier moment de vérité. Elle décidait de l'acheter. Deuxième moment de vérité, elle rentrait chez elle. Elle essayait la poudre à lessiver. Elle constatait que oui ou non, ça lavait plus blanc que blanc. Et elle décidait, deuxième moment de vérité, de racheter le produit la prochaine fois. Avec Internet, les choses ont changé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous décidez d'acheter une voiture, en fait, vous allez faire votre marché en ligne. Vous allez poser la question à vos amis sur WhatsApp, sur Instagram. Vous allez regarder les reviews en ligne sur Trustpilot, sur même Facebook, etc., etc. Vous allez aller à un moment donné, vous êtes plus avancé, vous avez choisi la marque, vous avez demandé les consommations, etc., combien ça coûte de mettre la borne. Et vous allez aller sur le site, par exemple, d'Audi, je vais faire de plus à personne, je vais aussi citer Mercedes et une autre marque BMW. Voilà. Vous allez configurer votre voiture et vous allez terminer finalement en venant avec votre papier chez le concessionnaire, même si parfois on peut déjà acheter en ligne, pour commander la voiture. C'est-à-dire que vous avez 80% au moins de l'information nécessaire pour faire votre décision d'achat. Ça, c'est en fait votre parcours d'achat qui passe par 3 phases. Le fait de découvrir un problème, la phase de découverte ou une opportunité, le fait de considérer les différentes options et puis le fait de choisir et de décider pour la marque ou la solution que vous allez acquérir. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie de contenu, on va essayer de se mettre dans ce parcours client avec une stratégie que j'appelle la stratégie de l'entonnoir de contenu, où on va faire du contenu top of the funnel en anglais, donc entonnoir en anglais c'est funnel, où on va avoir un objectif de visibilité pour créer de la découvrabilité, de la découverte, pour être vu, pour que les gens voient votre marque, voient votre personne, votre produit, votre service, etc., qu'ils aient conscience qu'ils ont peut-être un problème ou une opportunité. Du contenu middle of the funnel, c'est-à-dire qui va les aider à s'éduquer et à considérer votre produit, votre service, votre marque dans les options possibles. Et là, on va chercher plutôt des contenus qui ont un objectif de générer de la crédibilité et de faire de la segmentation, c'est-à-dire des contenus qui vont s'adresser à votre cible particulière. Et puis enfin, on va avoir des typologies de contenus qui sont plutôt bottom of the funnel, c'est-à-dire des contenus de conversion, où là, l'objectif, c'est de pousser les gens à prendre la décision d'achat. Ça, c'est en ce qui concerne la stratégie. Vous verrez qu'on a des typologies ou des frameworks de copywriting ou des techniques d'écriture qui varient en fonction de l'objectif de la publication. Alors, deuxième chose, c'est l'algorithme. L'algorithme, on peut en dire ce qu'on veut. Donc, un algorithme, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel informatique qui décide ce que vous allez voir ou non dans votre fil d'actualité sur votre réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit LinkedIn, etc. Chacun a le même et ils ont tous une chose en commun, c'est qu'en réalité, tout le monde parle de optimiser pour l'algorithme, etc. et de créer des posts pour l'algorithme, mais la vérité, c'est que l'algorithme ne fait que refléter ce que les humains aiment. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un gif de Bernard Hansen de Digital Station à Charleroi pour représenter, pour ceux qui le connaissent, pour représenter je pensais qu'il serait là, en fait, mais il arrive. Et donc, en fait, l'algorithme, c'est un programme informatique qui est fait pour repérer ce qu'aiment les utilisateurs et pour le distribuer, ce contenu, à d'autres utilisateurs similaires ou à plus d'utilisateurs. Et donc, la vérité, c'est qu'il ne faut pas écrire pour l'algorithme, il faut écrire pour les humains, pour les gens, pour leur psychologie, et optimiser, parce que là, il y a des techniques pour optimiser pour l'algorithme, parce que parfois, en fait, on peut avoir un très très bon contenu qui est écrit pour les humains, mais il y a des petites choses, des petites techniques, des choses à faire qui font que ils vont pas le lire et du coup, ils vont pas montrer à l'algorithme que c'est quelque chose qui plaît.